Les expressions du genre en droit se comprennent à partir du mouvement féministe classique. Alors il faut bien comprendre que l'erreur est toujours fondée sur une part de vérité, sinon on ne la croirait pas. Et la réaction féministe au début du XXe siècle n'est pas partie de rien. Voilà ce qu'on trouve au XIXe siècle dans le Code civil et pendant un siècle dans ses commentateurs. L'idée que la différence entre l'homme et la femme repose sur une inégalité ontologique entendue en termes d'infériorité et de supériorité. Et j'ai noté une phrase de Troplon en 1857. La force au mari, la faiblesse à la femme, il reste et restera toujours entre l'homme et la femme une inégalité naturelle plus ou moins marquée. Le droit à appréhender dès lors le genre sexué, tel que j'ai défini au sens classique, non pas au sens du gender, comme la nécessité de redresser une situation de nature où la femme, étant dans l'incapacité, la pauvre naturelle, de décider seule, il a fallu la protéger. Alors elle est passée de la tutelle du père à la tutelle du mari pour son bien. Et cette incapacité juridique a fait qu'elle a dû, pendant longtemps en droit, demander pour toute décision l'autorisation expresse de son mari. Alors, vous l'avez bien compris, au départ, l'approche juridique du genre sexué serait marquée par presque l'atagisme dont serait frappée la femme par le seul fait d'être femme. C'est une conception dégénérée. Et cette conception dégénérée de la différence des sexes, posée en termes d'opposition, apparaît à tout un chacun évidemment odieuse, parce qu'elle est fondée sur un rapport d'opposition, de prétendue supériorité ontologique de l'un sur l'autre. Le joug de la puissance maritale, on le comprend, n'a plus aucune douceur. Il est une contrainte dont il faut se libérer au nom d'une égalité de nature entre les sexes. Là est le premier mouvement féministe. Mais l'erreur de ce mouvement féministe est la suivante. Si l'homme et la femme sont en leur qualité de personnes des êtres sexués également dignes, cette égalité ontologique, s'agissant de la notion de personne, ne postule pas, et ça a été très bien montré par Madame Peters, une identité ontologique. C'est-à-dire que la réponse du droit au genre sexué, qui est dans l'égalité des sexes, consiste à traiter de la même façon des personnes dont les caractéristiques individuantes distinctes auraient pourtant offert, et ont offert notamment au Moyen-Âge, on oublie un peu vite, une prédisposition naturelle de l'un et de l'autre à assumer des fonctions spécifiques pour le bien commun, pour le bien de tous. Alors je reviens à ma courbe parallèle, et cette courbe parallèle que j'ai commencé à décrire suit son cours. Le droit a suivi l'évolution du féminisme. Le droit ne s'est plus contenté d'affirmer l'identité des droits par rapport à l'égalité des sexes. Il en est arrivé, et on est proche du gender, à nier la distinction de l'homme et de la femme par, dans les textes, la neutralisation de ce que j'ai appelé au départ, qui n'est pas le gender, la neutralisation du genre sexué et le genre du genre, et le choix du genre neutre dans la législation. L'équivalence des sexes passe par l'indifférence des sexes. Se retrouve l'approche moderne de la théorie du gender ou de ce que l'on appelle encore le féminisme radical. Le genre est une construction culturelle détachée de la différence anatomique des sexes. Il ne renvoie pas naturellement au masculin ou au féminin. Il est un rôle socialement construit de la personne, indépendant du sexe biologique, comme il a été montré ce matin. C'est ce que nous allons voir dans un premier temps, les expressions du genre et cette évolution dans le droit. Le pas est franchi, et la conséquence est la déconstruction du système social qui est en cours par nos législations. Il faut, voilà ce qui est dit, et le droit s'y emploie, faire disparaître les modèles comme éléments culturels de contrainte qui empêchent chacun de devenir non pas ce qu'il est, mais ce qu'il veut être. Liberté de choix, dit Madame Peters. Et c'est ceci qu'il faut bien comprendre. Ici, à mon avis, et ça a été parfaitement exposé, le genre n'est pas, comme on voudrait le faire croire, une simple question d'égalité des sexes, d'orientation sexuelle, de préférence sexuelle. Il révèle quelque chose de beaucoup plus essentiel. Cette chose essentielle touche à l'être des choses, à la place de la raison, à la question de l'appréhension de la réalité observable, de la réalité objective. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est ce que j'ai découvert en le travaillant,
c'est que derrière une politique juridique qui a été présentée depuis les années 70 comme une politique de désengagement, de neutralité du droit, de tolérance et de dialogue, de liberté d'opinion et de liberté de conscience, se cache en réalité l'une des clés de compréhension du gender, qui n'est que l'illustration d'un phénomène plus vaste et plus grave, qui est celui du libéralisme. Ce libéralisme, c'est un nom qu'on a oublié, a pour nom associé le relativisme et le subjectivisme. Alors c'est ce que je vais essayer à présent de vous montrer en 2 temps. Alors le temps évidemment est limité. D'abord les expressions du genre en droit, pour aborder ensuite la déconstruction opérée cette fois par la théorie du gender. Les expressions du genre en droit. La législation pose en termes de lutte, vous l'aurez compris, la différence entre les sexes. L'équation est simple, elle est la suivante: différence égale inégalité égale oppression. La solution est double. Face à l'inégalité, rétablir l'égalité entre les genres au sens du genre sexué. Face à l'inégalité, seconde solution, nier la différence entre les genres, et c'est l'avènement en droit du genre neutre ou de l'idée d'un genre qui serait détaché de la différence sexuelle, de l'identité sexuelle des personnes.